Bonjour les podcasters, comment allez-vous? Nous allons à nouveau nous intéresser à la relativité restreinte, cette fois-ci présentée par Science Étonnante. J'adore ces vidéos, il est parfait ce jeune homme. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange quand vous êtes dans un train à la gare, que le train d'à côté se met à bouger, mais qu'en fait vous savez pas vraiment si c'est ce train ou le vôtre qui vient de démarrer? Si vous avez déjà ressenti ça, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre la théorie de la relativité restreinte. Tout le monde a déjà ressenti cela. L'entrée en matière est astucieuse pour accrocher l'internaute, mais cela ne suffit pas pour comprendre la théorie de la relativité restreinte. Cette sensation dans le train est en conformité avec la mécanique newtonienne, ce n'est pas la peine d'aller chercher la relativité pour l'expliquer. Donc les distances sont invariantes et les durées sont invariantes. Souvent, on combine ces deux constatations pour dire que dans la physique de Galilée, l'espace et le temps sont absolus. Et une fois de plus, tout ça vous paraît peut-être complètement naturel et intuitif, mais retenez que d'un point de vue technique, pour y arriver, on a dû passer par la transformation de Galilée. Ah non, c'est le contraire. C'est parce que le temps et les distances sont absolus, qu'on en a déduit la transformation de Galilée. Galilée, c'est pour le principe de relativité, et Newton, c'est pour la loi F égale ma, qui se trouve être compatible avec la transformation de Galilée. C'est inhabituel d'ajouter au principe de Galilée, le terme de relativité. Et vous jouez de la confusion entre la transformation de Galilée et le principe de Galilée. Imaginons qu'à l'époque, Newton ait eu un copain, on va l'appeler Newton, qui, lui, voulait proposer une autre loi. F égale mv, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à la masse fois la vitesse. Bon, normalement, pour savoir lequel des deux a raison, entre Newton et Newton, on fait des expériences et on regarde laquelle des deux lois marche le mieux. Sauf que là, on peut disqualifier la proposition de Newton sans faire la moindre expérience, grâce au principe de relativité. Absolument pas, on peut disqualifier Newton parce que sa formule n'est pas homogène. S'il fallait le disqualifier parce que la formule de la force intègre une vitesse, on pourrait alors aussi disqualifier l'électromagnétisme de Maxwell à cause de la formule F égale QE plus V scalaire B. Bien, après tous ces préliminaires essentiels, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Consacrer la moitié de la vidéo à Galilée, ce n'était pas un préliminaire, c'était plutôt une première partie. On peut se demander pourquoi avoir fait apparaître la figure d'Einstein 2 fois dans cette première partie consacrée à Galilée, ça génère de la confusion. La théorie de la relativité s'appuie pour moitié sur le principe de Galilée, c'est bien normal qu'il y consacre la moitié de la vidéo et qu'il y associe la figure d'Einstein, même si Einstein n'a fait que récupérer bien plus tard le principe de Galilée. De même qu'il n'y a pas de sens à parler de la vitesse d'un objet de façon absolue, il n'y a pas de sens non plus à parler de sa longueur, ou plus généralement de la distance qui séparerait deux événements. Et bien sûr, sans surprise, ce que je viens de vous annoncer pour les distances, on va se le taper aussi pour le temps et les durées. Ça paraît un peu dur à avaler au début, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on a dû faire avec la vitesse dans la relativité galiléenne, donc psychologiquement, vous devriez être prêts. En mécanique newtonienne, la vitesse d'un corps observé dépend déjà de la vitesse de l'observateur. Il n'y a là rien de nouveau. Avec votre raisonnement, tout serait relatif. Comme les vitesses sont relatives, les distances et les durées le seraient aussi. Et alors pourquoi pas la masse ou la température qui varierait en fonction de la vitesse de l'observateur? Effectivement, il présente comme logique des suites qui ne le sont pas du tout. Ce qui a convaincu les physiciens de ça à l'époque, c'est principalement deux choses. Un résultat d'expérience et une considération plus théorique. L'expérience, c'est celle de Michelson et Morley. Ça aurait pu prouver l'existence d'un référentiel absolu dans lequel se serait déplacée la lumière et qu'on appelait l'éther. Sauf que l'expérience n'a rien trouvé, pas de variation de vitesse, pas d'éther. Cela a effectivement permis de prouver qu'il n'y avait pas d'éther stationnaire. Elle a donc confirmé l'idée que la vitesse de la lumière est bien la même dans tous les référentiels. Ça paraît bizarre, non? Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Ah non, vous faites un amalgame. Prouver qu'il n'y a pas d'éther stationnaire ne prouve pas que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Cela montre seulement que la vitesse de la lumière est la même dans le référentiel terrestre, à l'incertitude de mesure près. L'autre raison de croire fermement à cette idée bizarre venait d'une théorie, les équations de l'électromagnétisme de James Maxwell. Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange.
Le seul truc important à savoir, c'est que ces équations impliquent aussi que la vitesse de la lumière soit la même dans tous les référentiels. Ces équations impliquent qu'il existe une constante homogène au carré d'une vitesse, c'est tout. Le reste est pure interprétation. Cette idée de vitesse constante dans tous les référentiels est effectivement bizarre. Eh bien, l'idée clé d'Einstein, c'est de conserver le principe de relativité, mais de remplacer la transformation de Galilée. Et on la remplace par celle-ci. On appelle ça la transformation de Lorentz. Nous avons un peu changé de sujet, nous parlons de la loi d'addition des vitesses. Rappelons que la transformation de Galilée c'est l'addition classique des vitesses, alors que la transformation de Lorentz c'est une addition plus complexe des vitesses. Alors là, vous vous demandez peut-être d'où sort cette formule imbitable et ce qui a bien pu pousser Einstein à proposer ça. Einstein a repris les formules proposées par Poincaré. Poincaré avait montré qu'elles étaient compatibles avec une variante, la transformation de Lorentz. Et donc ce qu'a fait Einstein, c'est de suggérer que la bonne transformation à utiliser dans le principe de relativité, ça ne soit pas la transformation de Galilée, mais plutôt la transformation de Lorentz. Einstein n'a fait plus que suggérer. En prenant comme hypothèse une vitesse de la lumière invariante, et un temps et un espace variables, il a fourni une démonstration de la transformation de Lorentz. Mais cette démonstration est critiquable, et elle n'est d'ailleurs plus guère enseignée en université. Imaginons que je sois dans un TGV qui avance à 100 mètres par seconde, et que vous soyez une vache qui regarde le train passer. Ah non, je ne suis pas une vache. Ces histoires de train, c'est imaginaire, on peut leur faire dire ce que l'on veut. La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Alors je vous affirme ça comme si on avait vraiment fait l'expérience avec un train allant à 200 000 km par seconde. Évidemment, ça n'est pas le cas. Donc vous avez le droit de douter de ce que je vous raconte. C'est bien ce que je dis, c'est totalement imaginaire. Une vraie expérience est proposée. Alors muon est instable. Il a une durée de vie moyenne d'environ 2 microsecondes. Alors quand on dit que la durée de vie moyenne du muon est de 2 microsecondes, on parle de sa durée de vie vue depuis son propre référentiel. Aucune mesure n'a été faite dans le référentiel du muon. 2 microsecondes, c'est la durée de vie d'un muon arrêté dans le référentiel terrestre. La durée de vie moyenne du muon vue dans le référentiel de la Terre est d'une vingtaine de microsecondes. Là nous sommes d'accord, la durée de vie du muon en mouvement est de 20 microsecondes. Elle a aussi été mesurée dans le référentiel de la Terre, au CERN en particulier. Ce qui est bizarre, c'est qu'en pratique, on observe que les muons sont capables de voyager sur des distances beaucoup plus importantes, de l'ordre de plusieurs kilomètres. Comment on explique ça? Eh bien justement par le fait que les notions de durée et de distance sont relatives. Il n'y a rien de bizarre ou de relatif, la durée de vie d'un muon en mouvement est de 20 microsecondes, il peut donc parcourir 6 km à la vitesse de la lumière. Une autre expérience plus probante est proposée. Je voudrais vous parler de ce qui est un peu l'exemple classique de la relativité restreinte, ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. C'est une expérience de pensée imaginée par Paul Langevin, à une époque où n'existaient même pas les fusées, il n'y a eu aucune expérience, ce n'est qu'une jolie fable. Alors cette histoire n'est pas du tout une fable, c'est exactement ce qui est prédit par la relativité restreinte. C'est bien ce que je dis, une prédiction n'est pas un résultat d'expérience. Pour finir, et pour bien vous montrer comment approcher toutes ces bizarreries, La moitié de la vidéo était consacrée de manière imagée à Galilée, à son principe et à sa transformation. Les bizarreries sont venues dans la deuxième partie au moment d'aborder sur le fond la théorie de la relativité restreinte. David, vous qualifiez cela de bizarrerie, y croyez-vous vous-même? Pourquoi je dis bizarre?